failli oublier de le dire, bonne année bien entendu. Il y a 3 mois exactement, c'était le 15 octobre, ça je m'en souviendrai toujours, la SPUL a eu la possibilité de signer une convention avec l'Université de Lille et la vice-présidence chargée de la culture pour organiser une exposition qui est itinérante. Donc qui va être présentée en plusieurs lieux, qui avait pour titre Le botaniste et ses modèles, et dans laquelle, dans le projet, il était stipulé qu'on devait utiliser la visualisation 3D des modèles de Brendel et que nous avions pour charge d'en donner une interprétation esthétique. Voilà. C'était notre ordre de mission. Voilà. Quelques jours plus tard se tient une réunion mensuelle de la SPUL et je présente le projet aux membres présents ces jours-là et à ma grande surprise, c'est la déception. Beaucoup de frustration. Comment ? On n'a pas à photographier les modèles de Brendel ? On doit utiliser des fichiers issus d'une numérisation en 3D. C'est extrêmement frustrant. Et donc, beaucoup me disent « Non, j'ai pas trop envie ». Heureusement, se dégage une équipe qui spontanément décide de lever le gant. On ne prendra pas de photos. Nous, à la SPUL, les photos nous sont données sous la forme de fichiers numériques et à charge pour nous de rendre esthétiques ces fameux modèles de Brendel. Dommage, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour la première fois hier après-midi les modèles de Brendel, et je dois vous dire que pour les photographes, on a vraiment envie de les mettre en valeur, on a vraiment envie de faire ce qu'on appelle des cabinets de curiosité, on a envie vraiment de faire un tableau flamand derrière tout ça. Mais on n'y a pas droit, on n'a pas le droit, on ne peut pas y toucher, et donc on fera avec des fichiers numériques qui nous sont finalement confiés par le SN4, que tout le monde connaît ici, les services qui ont pris en charge la visualisation en 3D. Je parlais de deux Bernard qui ont été déjà remerciés ici tout à l'heure. Donc on a un contrat, il faut rentrer dedans. Qu'est-ce qu'on va faire de ces fichiers ? On a l'université, rien ne vaut un petit détour par la culture. Pour notre part, ça s'est trouvé que pratiquement dans le même moment, on a eu sous les yeux un certain nombre de textes qui pouvaient être intéressants, qui pouvaient nous aider, qui pouvaient nous guider dans cette recherche de l'esthétique qu'il y a derrière ces photographies qui, à la base, sont scientifiques. Et il s'agit ici, je fais allusion à l'ouvrage d'un auteur, Michel Poivert, bien connu en histoire de la photographie, parce que c'est un historien de l'art, c'est l'historien de l'art qui s'occupe de la photographie à Paris, qui est mondialement connu, et qui a écrit un petit ouvrage qui s'appelle Brève histoire de la photographie, et qui se trouve dans la bibliothèque de Jean-Pierre Verru, que vous voyez là-bas, et qui passe toujours pour le technicien de service de la SPUL, mais croyez-moi, sa bibliothèque est redoutable et regorge de tous les livres possibles et imaginables dans le domaine de la culture. Et donc il me prête cet ouvrage. Je tombe sur le chapitre sur la photographie scientifique, et Michel Poivert, qui est un littéraire, qui est aussi un artiste, nous dit des choses passionnantes sur la photographie scientifique. D'abord, il nous rappelle que la photographie scientifique n'est pas née dernièrement avec une instrumentation moderne. La photographie scientifique est contemporaine de l'apparition de la photographie. Il faut se reporter en 1820, 1825 et même un peu plus tard, puisque l'annonce officielle de la photographie, c'est 1839, dans les années 40. Non, la photographie, en France, le daguerréotype n'a pas seulement servi à photographier des portraits, ou de photographier des paysages, ou de photographier en fait tout ce qu'on pouvait trouver quand on allait à l'étranger. La photographie, très rapidement, s'est intéressée à l'infiniment petit et l'infiniment grand, et tout ce qui se passe dans le domaine scientifique entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est pour ça que la microphotographie, on trouve des daguerréotypes de ce type, et l'astronomie aussi a eu droit à la photographie très très tôt. Ça, c'est un petit rappel de Michel Poivert pour dire qu'on se situe dans une lignée historique qui remonte à l'origine même de la photographie. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est que
C'est un peu bachelardien son histoire, quand Bachelard nous parle de l'activité du scientifique le jour, quand il est vraiment un scientifique, et son activité la nuit, quand il fantasme. Parce que Michel Pauvert nous met au défi de ne pas dire que face à une photographie scientifique, à un moment, il y a un switch qui fait que cette photographie-là, cette image, n'est plus vraiment scientifique. Elle fait appel à un monde de l'imagination, un monde poétique, un monde de l'onirisme. On peut dire que, à la base, une photographie scientifique a une valeur d'usage pour les scientifiques. Soit elle est didactique, soit même elle peut servir dans certains cas à la recherche scientifique. Mais dans bien d'autres cas, elle a une autre valeur, c'est sa valeur esthétique. Et pour tout un chacun, Michel Pauvert nous met au défi de ne pas trouver ce point où il y a un switch. À partir de quel moment une photographie n'est plus scientifique et devient une photographie esthétique. Et il ajoute ceci qui m'avait fortement intéressé, c'est qu'il n'y a pas de domaine qui donne un meilleur exemple que celui de la biologie végétale. On était en plein dans le sujet. Donc c'est pour vous dire que l'objectif numéro 1 que l'ASPUL a voulu donner par cette exposition, c'est d'essayer de vous montrer qu'une fois le switch dépassé, vous avez face à vous des œuvres d'art. Et un peu détachées de leur valeur d'usage scientifique. C'était un peu l'objectif qu'on s'était donné. Alors comment faire ? Comment faire, c'était un peu délicat, parce que le comment de cet objectif, il fallait bien avoir d'une certaine façon une stratégie. Et cette stratégie, elle venait pratiquement immédiatement. D'un côté des Allemands, Brendel, qui fournissait, c'est une entreprise, père et fils, qui fabriquait ces objets que vous verrez tout à l'heure, et qui sont allemands et qui vont qui vont finir leur carrière à Berlin, en commençant à Breslau, qu'on appelle de nos jours Wrocław en Pologne. Il se trouve qu'à Berlin, un jeune homme dont le métier est modéleur, puisqu'il fabrique lui aussi des modèles comme ceux que vous allez voir, il s'appelle Karl Blossfeld. Rapidement, il est dans un contexte qui est le suivant. L'Allemagne s'industrialise très rapidement à la fin du XIXe siècle. Elle a une sidérurgie très, très, très puissante. Sauf qu'on reproche beaucoup aux Allemands de savoir faire du fer, savoir faire de l'acier, savoir faire de la fonte, mais c'est pas joli. Alors les Allemands vont se retrousser les manches et vont décider de créer des institutions d'art appliqué sur l'ensemble du territoire. Fameux, d'ailleurs. Et on va embaucher des gens, et en l'occurrence un jeune Karl Blossfeld, pour donner des cours d'art graphique, pour le faire, pour la sidérurgie. Alors que fait Blossfeld ? Il commence à présenter des herbiers du Moyen-Âge. Il va présenter des gravures, ces belles gravures qui nous montrent des plantes. Il n'est pas satisfait. Il va montrer ses modèles, les fameux modèles qu'il a fabriqués lui-même, qui ne sont pas encore les modèles de Brendel, mais qui vont devenir. Et ensuite, progressivement, il se dit qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'image qui n'a jamais été fait avant. Lui relève le défi, il va les prendre en photo. Il va magnifier des modèles, comme ceux que vous avez vu tout à l'heure, en photographie. C'est un pionnier. C'est un pionnier qui va prendre des modèles et qui va les faire poser dans un studio comme on le fait le portrait d'une personne. Il va leur donner une personnalité. Et ce qu'il va essayer de faire avec ses étudiants, c'est de dégager les formes qui apparaissent dans la nature. Ces formes que l'œil ne voit pas, mais que l'appareil photo révèle quasiment toujours, à condition de bien savoir regarder, mais avec un objet, l'objectif de l'appareil photographique. Ça, c'était, pour ainsi dire, notre point de départ privilégié. C'est de montrer que la photographie scientifique, lorsqu'on va loin, va générer des formes. Et ces formes vont devenir esthétiques. C'est la raison pour laquelle Marilyn Dobrzyński, ici, qui depuis une décennie ou plus examine avec beaucoup d'attention la photographie des végétaux et de la nature, proposé de relire l'ensemble des fichiers informatiques, des milliers de fichiers informatiques qu'on avait devant nous pour les réinterpréter à la manière d'un Blossfeld moderne. Et très rapidement, comme l'a fait Blossfeld, il nous est apparu qu'une nouvelle nomenclature biologique, non, une nouvelle nomenclature des végétaux apparaissait.
Lorsqu'on prend ce point de vue de mettre en studio des modèles, on se rend compte rapidement qu'on peut y dégager des troublantes. Les troublantes, c'est un terme qui est inventé par Blossfeld pour signaler que certaines photos sont quelque part dans l'onurisme le plus total. On y voit des abstraites, on y voit des danseuses, on y voit des masques, on y voit plein de choses. Alors les danseuses, on ne les présente pas ici, on n'a laissé que 4 catégories. Vous les trouverez systématiquement en bas à droite des œuvres que la SPUL va présenter, car après la nomenclature biologique pure, on a mis la nomenclature esthétique. Voilà un peu le travail qu'on a cherché à montrer. Je vais quand même ajouter que c'était une affaire aussi humaine. En 3 mois, on n'a pas chômé, vous pouvez le croire. Il y a bien quelqu'un ici qui a réussi le tour de force de nous amener au point où on en est ici. Il s'appelle Karl Eckefeuille, toujours très discret. Il a pris le parti, non pas de répéter ce qu'a fait un Blossfeld. Nous vivons une révolution technologique. La révolution technologique en cours existe aussi dans le domaine du post-traitement photographique. Nous avions des fichiers. Pourquoi ne pas utiliser ces traitements qu'on nous propose et qui embarquent de nos jours de l'intelligence artificielle? Alors, Karl a pris la décision de recréer les modèles de Blossfeld. Pourquoi? Parce qu'il faut les isoler, parce qu'il faut mettre sur un fond blanc qui est vraiment blanc, parce qu'il faut retirer les socles, parce qu'il faut retirer les tiges qui les supportent, etc., pour aller chercher la forme. Ensuite, parce que ces objets ont 120 ans, parce qu'ils sont sales, parce qu'il faut les nettoyer, et qu'il y a des logiciels qui font ça très bien. Ensuite, ils sont écaillés, ils ont été utilisés, certains sont cassés. Pourquoi ne pas essayer de remplacer ce qui a été cassé photographiquement? Bref, vous trouverez dans les œuvres de la SPUL, grâce au travail acharné, pas mal de nuits quasiment blanches, vous allez trouver une recréation des modèles de Blossfeld, y compris au niveau des couleurs, qu'on n'a pas cherché vraiment à vivifier, mais on a cherché à donner une interprétation à partir du moment où on n'avait pas accès à ces fameux modèles de Brendel. Après, si je devais remercier tous les gens qui sont intervenus dans cette aventure humaine, je dirais oui, merci à la direction de l'espace culture, bien entendu. Merci ici à cet espace culture de l'université, Serge Rolland, évidemment, Sophie Braun, toujours présente et parfaitement, pas seulement utile, mais indispensable. On a parlé de Jacques tout à l'heure. J'aurais voulu parler aussi des infographistes ici qui ont fait un super travail, vraiment extraordinaire au niveau des affiches, au niveau des flyers, au niveau de tout ce que l'on peut trouver, même des marque-pages. Merci à eux. Et remercier tout le monde, ça veut dire y compris Mathilde Nardone, son chien, son papa. Je n'ai connu que sa maman. Non, il y a le chien, il vient aux 11, c'est tout à fait normal, il est fait de te suivre. Parce que tout arrive, et j'ai pris une belle leçon, je peux quand même vous le dire. On a beaucoup travaillé sur le contenu de cette exposition. On avait oublié qu'il y avait toute une partie visualisation, mise en scène. On appelle ça de la scénographie. Et là, je dois dire qu'on n'a pas de la culture de M. Nardone. Après un démarrage délicat, il s'est trouvé qu'on a vite trouvé nos marques. Et je peux vous dire une chose, c'était un réel plaisir de travailler avec Mathilde, son chien, et son papa, parce que ça a donné une plus-value que je n'attendais pas moi-même au début, mais que je suis quand même bien obligé de reconnaître maintenant. Et merci à vous, du fond du cœur. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous remercier d'être là. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à voir l'expo qu'on en a eu à la concevoir tous ensemble. Je ne vais pas faire un long discours, je crois qu'on a tous envie de rentrer, de passer les portes et de voir ce que ça donne. La seule chose, c'est que je suis présente dans l'expo aujourd'hui et avec plaisir, je réponds à toutes vos questions si vous en avez, que ce soit par rapport à la technique de réalisation des images, donc c'est une technique par scanner, que ce soit plutôt concernant les motivations que j'ai à créer les images, etc. Il y a aussi un livre
qui a été édité cette année, Scanner 2019, qui se trouve à la fin de l'expo, que vous pouvez consulter, dans lequel il y a des textes explicatifs et aussi des images en plus que vous pouvez découvrir, si ça vous intéresse. Et voilà, tout simplement. Je voudrais aussi juste profiter d'avoir le micro pour remercier toutes les personnes grâce à qui le projet a été possible. Et voilà, je suis juste super contente d'être là et j'ai hâte d'avoir des retours. Voilà. Je vous invite à découvrir cette superbe exposition qui mêle donc, comme vous l'avez vu, plusieurs approches artistiques et scientifiques. Bonne soirée. Alors, il faut qu'on soit disponible. Des questions. Salut Mané.